Extra. Alors, vous avez donc sous les yeux le texte. Moi, je suis le seul à pas avoir le bon sous les yeux. Parce que moi, j'en ai avec des pompes. Hop, voilà, elle est là. Très bien. On va donc... bien, donc bravo d'être venu. Bravo d'être venu. Prends tout comme ça, si des personnes qui... donc, on balbutie au début dans cette organisation. Vous verrez, j'espère que les choses vont bien se roder rapidement. Le but, c'est de profiter de cette pause déjeuner. Donc, on mange en même temps, hein, n'hésitez pas. Enfin, le livre n'a pas encore livré, mais c'est un cours vraiment qui est il ne faut pas se gêner de manger pendant qu'on écoute, et il ne faut pas se gêner d'intervenir aussi, parce qu'il n'y a aucun souci pour l'interactivité. Primo. Secondo, on essaiera de faire sur la paracha pour essayer d'attraper des points assez essentiels, parce que la paracha, c'est un petit peu l'éclairage de sa semaine, d'après les maîtres de la Kabbalah, de la pensée juive profonde. Il y a toujours quelque chose dans la paracha qui me concerne, quelque chose qui va m'interpeller, la paracha, c'est une matrice infinie, et si tu sais la lire, alors tu vas comprendre un petit peu de ta semaine. Donc c'est un petit peu, on va essayer de prendre quelques points à chaque fois de la paracha. Alors, en l'occurrence, on a la paracha de Noach. Vous savez que Noach, c'est cette tentative d'humanité qui va avorter, puisque malgré les efforts de Noach, Akadosh Baruch Hu va envoyer un déluge, et à partir donc de 8 personnes qui sont le dernier berceau de l'humanité, Noach, son épouse, ses 3 fils et ses 3 brus, l'humanité va redémarrer après un déluge. Ouais, donc on reprend tout à zéro. J'en ai d'autres. Hein. Il y a d'autres. D'Axon de Belen. C'est une seule page. C'est une seule feuille. Ça, c'est donc le premier point. Alors, ce qui m'intéresse de voir avec vous, c'est qu'il y a plusieurs allusions très très fortes dans ce début de la paracha de Noach à la dimension du langage. Je m'explique. Tout d'abord, lorsque Noach est enjoint par Hachem de construire une arche, l'arche en hébreu se dit Teva. Teva en hébreu c'est l'arche, mais c'est aussi avec un tête, avec un tav, c'est quoi Teva? C'est le mot. Le mot. Littéralement, on pourrait lire dans une lecture sophistiquée, Hachem demande à Noach de construire un mot. Maintenant, regardez bien. Il demande, nous dit le Baal Shem Tov, regardez dans le verset au tout début, Vezeh asher ta'aseh, voici comment tu la feras. Shalosh me'ot ama, 300 coudées sa longueur, 50 sa largeur et 30 sa hauteur. Donc ce sont les dimensions de l'arche. 300 de long, ça fait 150 mètres. 50 de large, c'est-à-dire 25 mètres. Et 30, on divise par 2, de hauteur, ça fait 15 mètres de haut. C'est pas une grande embarcation. Et le Baal Shem Tov, maître de la Chassidoute, va dire que tout le monde sait qu'il existe une correspondance entre les chiffres et les lettres. Ce n'est pas les chiffres ou les lettres, c'est les chiffres et les lettres chez nous. Ouais. C'est-à-dire que chaque chiffre, chaque lettre correspond à un nombre. Le Aleph correspond à 1, le Bet correspond à 2. Et si on regarde ici au niveau des... On a d'abord une mesure qui est le 300. 300 est affilié à une lettre. Vous savez laquelle ? En termes de gamatria, en termes de valeur numérique. Le Shin, merci. Ensuite, on a 50, c'est lié à quelle lettre? Nun. Et Shloshim 30, qui est lié à quelle lettre? Lamed. Ça fait Lamed, Shin et Nun dans cet ordre, qui veut dire Lachon, qui veut dire la langue. De façon sophistiquée, puissante, le Baal Shem Tov nous dévoile ici que Hachem enjoint Noach de créer un mot, c'est l'arche, de temps et temps de dimension, c'est-à-dire avec un langage. Il faut se réapproprier une langue. N'oubliez pas non plus que l'enfant essentiel de Noach, il y avait 3 fils, Shem, Ham et Yefet. Ham va, durant l'épisode de la soulerie de Noach, va au minimum castrer son père, voire avoir une relation homosexuelle avec son père. Incompréhensible. C'est marqué dans Rashi, incompréhensible, c'est ce que fait Ham. Ham va être, déconnecté de la généalogie de Noach, on va dire. Yefet, c'est le monde du beau, va donner le monde occidental, et Shem, c'est l'enfant qui va donner les sémites. Shem, c'est sémite. Et Shem en hébreu, c'est le nom. C'est l'individu qui est attaché au nom. C'est-à-dire, il est attaché à l'essence des choses, non pas à la beauté des choses, à l'essence des choses. Ça,
c'est le travail essentiel d'un sémite. Être un antisémite, c'est déjà ne pas avoir la même définition des choses. Vous voyez à quel point aujourd'hui c'est criant. Ouais, on vient accuser la terre d'Israël, l'État d'Israël, d'être un État, raciste, de s'être approprié une terre qui n'est pas la sienne et de s'être approprié une capitale qui n'est pas la sienne. Tous ces problèmes de définition des choses qui sont ubuesques. Ouais. C'est ça en fait l'antisémitisme. C'est ne pas s'accorder sur la définition des choses, porter le bon nom aux choses. Donc d'entrée de jeu, on va prendre ce prisme d'étude par rapport à la page noire de ce que l'on veut nous dire par rapport au Lachon. Je vais marquer ici dans le document une citation de Bergson qui va nous aider juste à cerner, à pointer du doigt le problème que l'on a. Prenez du document, sinon c'est complexe. Je vais passer. À pointer du doigt la difficulté existentielle qui est inhérente au langage. Alors vous allez voir comment il se lit de façon très simple. Nous dit Bergson la chose suivante. Enfin, pour tout dire, nous ne voyons pas les choses, même, nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. Il veut dire que lorsque tu nommes quelque chose, à part les noms communs, à part les noms propres, lorsque tu nommes quelque chose, tu ne traduis jamais l'essence de la chose. Cette tendance issue du besoin, ça veut dire par exemple, quand tu dis, un chien, on était obligé de qualifier tous les animaux qui ont telle et telle caractéristique comme des chiens. Mais quand tu dis un chien, tu ne traduis jamais l'essence de mon Médor à moi, de mon Rex à moi, parce que Rex c'est autre chose qu'un chien, c'est pas un chien, c'est autre chose. Rex il évoque chez moi quelque chose de tout à fait incroyable. Donc le chien c'est juste une façon simple de aborder une irréalité, parce que sinon, si je devais écrire un roman à chaque fois que j'appelle mon chien Médor ou je ne sais quoi, je ne pourrais pas m'en sortir. Donc c'est issu du besoin, c'est comme ça. Cette façon de coller des étiquettes aux choses est encore accentuée sous l'influence du langage, car les mots, à l'exception des noms propres, désignent des genres. Et ce ne sont pas seulement... Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsque tu donnes un mot à une chose, tu es encore extérieur à la chose. Et il dit, c'est pas simplement les choses qui nous échappent. Il dit, ce ne sont pas seulement les objets extérieurs, ce sont aussi nos propres états d'âme qui se dérobent à nous, dans ce qu'ils ont de personnel, d'originellement vécu. Quand nous éprouvons de l'amour ou de la haine, quand nous nous sentons joyeux ou tristes, est-ce bien notre sentiment lui-même qui arrive à notre conscience avec ses 1000 nuances fugitives et les 1000 résonances profondes qui en font quelque chose d'absolument nôtre? Tu te sens mal, ou tu sens une joie, essaie de la décrire. Impossible. Combien de difficultés on a à exprimer ce qu'on ressent vraiment? Dans les relations de couple, c'est colossal. Il nous faut un ulpan pour pouvoir déchiffrer notre conjoint. On ne sait jamais, c'est extrêmement complexe. Il faut pousser la porte. Il faut pousser la porte, il n'y a pas de code. Ouais, désolé. Ouais. Donc, ça c'est donc le point. Ça veut dire, on a énormément de mal à mettre des mots sur nos sentiments. C'est encore plus fort chez les enfants. Les enfants, lorsqu'ils reviennent de l'école, par exemple, ils ont une vexation, ils ont été mis au banc de l'école, ils ont été trahis par un ami ou n'importe quoi. Ils arrivent, ils font la tête. C'est quoi faire la tête? C'est finalement ne pas trouver les mots pour pouvoir s'exprimer. Nous, on doit, les parents, essayer de dérouler le fil, essayer de trouver les mots. Mais même si tu dis, voilà, je suis triste. C'est quoi triste? Il y a tellement de nuances. Ouais. Les Chateaubriand, les Vigny vont te donner des centaines de nuances pour essayer d'expliquer quelque chose. Mais on tâtonne toujours. Et nous dit Bergson, nous serons alors tous romanciers, tous poètes, tous musiciens. Il n'y a que les musiciens, les artistes qui pourront attraper la chose par un trait de peinture, par une note de musique, qui vont attraper le sentiment. Mais le plus souvent, nous n'apercevrons de notre état d'âme que son déploiement extérieur. Je suis mal. Pourquoi? J'ai pas. Je me sens mal. C'est pas ça. Ouais, mais j'arrive pas à donner des mots là-dessus. Nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois pour toutes, parce qu'il est à peu près le même, dans les mêmes conditions pour tous les hommes. Je sais pas, en ce moment, c'est galère. Ouais, c'est galère. Ça veut dire quoi, c'est galère? C'est quoi ce nom générique, c'est galère? Ça veut rien dire. En ce moment, c'est pas ça. C'est quoi, c'est pas ça? Ainsi, jusque dans notre propre individu, l'individualité nous échappe. Nous nous mouvons parmi des généralités, des symboles, comme en un champ clos où notre force se mesure utilement avec d'autres forces.
est fascinée par l'action, attirée par elle pour notre plus grand bien. Sur le terrain qu'elle s'est choisi, nous vivons dans une zone mitoyenne. C'est moi la phrase la plus importante. Entre les choses et nous. Extérieurement aux choses, extérieurement aussi à nous-mêmes. Il te dit la chose suivante. Le langage t'oblige à sortir de sa singularité, du goût de toi, et te placer dans une zone où tu es étranger aux choses, tu ne peux même pas les décrire, et étranger à tes propres sentiments. Ça, c'est ce que relève Bergson, qu'on pourrait appeler une remarque sur l'existence d'un individu, ce qu'on appelle le problème existentiel d'un individu. C'est ce que met ici en exergue Bergson. Il a touché du doigt la difficulté du langage. Pourquoi je vous parle de Bergson? Parce qu'on va essayer de voir dans quelle mesure notre approche du langage, de cette façon, va peut-être répondre à cette impasse qui est mise en exergue par Bergson. Voilà un petit peu donc Alors, on se laisse guider par ce qui précède juste l'épisode de la Tour de Babel. Il y a eu, à partir du berceau de l'humanité, les 8 personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les 3 enfants de Noach avec leurs femmes, vont chacun avoir des enfants, et les petits-enfants, les petits-enfants, ils vont se déployer sur la surface du globe. Et ça que dit la fin du chapitre, voici tels sont les descendants de Shem, selon leur famille et leur langage, selon leur territoire et leur peuplade. Donc on imagine que chacun est allé peupler une partie de l'Europe, des États-Unis, je ne sais pas où ils sont allés. Bref, chacun est allé se déployer dans une terre. Ce sont là les familles des fils de Noach selon leur filiation et leur peuplade. Et c'est là que les nations se sont distribuées sur la terre après le déluge. Donc on voit ici un truc classique qui s'appelle le déploiement des populations. Et on te précise, selon leur famille, selon leur langage, selon leur territoire et leur peuplade. Donc à chaque territoire correspond une famille qui est un descendant de Noach, avec son dialecte et avec, sous ses us et coutumes. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est une sorte de butoir, qui est bizarre. C'est le chapitre suivant dans la Torah. Donc on arrive du verset 32 au verset 1. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Et là, évidemment, on est obligé de se poser la question, mais tu viens de me dire précédemment qu'il y a eu un déploiement avec toute forme de langue, avec, une pléthore de dialectes et de langages que l'on connaît aujourd'hui. Tu vas dans le monde, tu as partout des langages différents, des langues différentes, et dans certaines communes, tu auras des patois, hein, éventuellement. Ouais. Et encore à Marseille, des gens qui parlent le provençal. Vous avez des gens qui parlent le breton, ouais, chacun a sa petite sauce. Les Corses ont une langue, un dialecte particulier. Donc c'est ça un phénomène normal. Et puis d'un coup, comme ça, toute la terre ne parle qu'une seule langue. Alors ça c'est bizarre. J'ai oublié de vous dire que c'est le fruit d'une étude que j'ai faite avec le Rav Moshe Grandstein, un ami. Et donc on avait fait un colloque à l'époque par rapport à ça. Donc je m'inspire de ce qu'on a eu. C'est pas de moi en tout cas, c'est de notre avocat, de notre étude commune. Maintenant, ça c'est donc le point. Alors, pour répondre à cette question, comment tu passes d'un monde polyglotte à un monde où il n'y a plus qu'une seule langue? Alors, soit on parle ici du côté l'anglais, qui est un peu la langue qu'on parle un peu partout, une sorte de focus sur une langue qui pourrait marcher. Bon, c'est un peu délicat de dire ça. Soit on dit que ce passage est anachronique, c'est-à-dire que c'était avant qu'il y ait le déploiement des populations. Ouais. Troisième possibilité plus subtile, dans la terre dont on va parler là maintenant, donc ce pays en question, le pays de Nimrod, on fait croire qu'il n'y a qu'une seule langue. C'est donc les 3 possibilités pour rendre compte de cela. Aucun maître du Moyen-Âge ne parle de ça, donc voilà, on est... Ah voilà, super, venez. Si, merci beaucoup. Eh ben, ici, on va la mettre directement ici, au centre. Merci beaucoup. Voilà. À la soupe. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Bon, voilà, servez-vous, là. Ceux qui ont commandé, ceux qui n'ont même pas commandé aussi, je pense qu'il y aura du rab. Donc, voilà. Un coca. Voilà. Ok. Donc, c'était la petite pause déjeuner, enfin, Très bien. Donc, moi j'ai pris une salade saumon, si possible. Sans salade.
Il y en a une. Ah, super. S'il n'y a pas de ça, sans salade, impeccable, c'est pour moi. Merci beaucoup. Impeccable. J'adore les paradoxes. Le goût des paradoxes. Désolé. Donc n'hésitez pas à entamer votre nourriture, c'est fait pour. Alors regardez. Regardez, on a ici de première solution, c'est de dire, donc on va essayer d'opter cette solution. Il y a donc ça c'est la première question qu'on se pose. Comment le monde polyglotte passe à un monde qui est avec une seule langue? Les choses vont se... Merci beaucoup. Après, moi je mangerai après, c'est bon. Les choses vont se... vont se compliquer lorsqu'on va analyser ce terme. Toute la terre était une safa achad, c'est-à-dire une seule langue, ou dvarim achadim, et des paroles achadim uniques. C'est-à-dire qu'il y a une langue unique, on va prendre l'anglais ou l'hébreu, peu importe, et qui génère des paroles semblables. Alors, cette parole semblable va heurter Rashi, qui va nous donner 3 lectures possibles. C'est riche. On va analyser chacune des lectures. Nous dit Rashi la chose suivante. Ils sont tous venus avec un même dessin. C'est-à-dire, c'est quoi? Une parole qui sécrète... une langue, excusez-moi, une langue qui sécrète des paroles uniques. C'est ce qu'on appelle le domaine du consensuel. Ils sont tous venus avec un même dessin, ils ont dit Dieu n'avait pas le droit de s'attribuer de manière exclusive le monde supérieur. Ça veut dire, ils arrivent et disent, je comprends pas. Akadosh Baruch Hu maîtrise le monde, la spiritualité, et il nous a laissé que le monde inférieur. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'Akadosh Baruch Hu ait le monopole du monde spirituel. Alors, montons au ciel et faisons-lui la guerre. C'est là ce qui motive la tour de Babel. On va monter une tour et on va aller faire la guerre. Ça veut dire, il y a dans cette idée l'idée suivante, il a créé le monde, c'est déjà pas mal. Il y a un Dieu horloger. Je veux pas qu'il soit en plus un Dieu gendarme. C'est à nous gérer nous-mêmes. Et Nimrod ne veut pas d'un monde avec une interférence permanente du divin. Et c'est là le combat entre Abraham et Nimrod. Abraham dit non, chaque chose est sous la surveillance d'Hachem. Et quelle est l'incidence essentielle de ce débat philosophique? C'est que si Hachem examine en permanence le monde, ça veut dire que je ne peux justifier l'occupation d'une terre que si je le mérite. Premier Rashi de la Torah. Et si je ne le mérite pas, Kadosh Baruch Hu me dégage. Et donc on ne peut pas s'abroger une terre si on ne la mérite pas. Et ça renverse totalement toutes les données géopolitiques de l'époque, puisque Nimrod dit c'est la loi du plus fort qui est toujours la meilleure. Et si je suis sur cette terre, c'est que c'est moi, je décide. Ça c'est donc, si vous voulez, la première idée. On va faire une tour et on va faire la bataille avec Hachem. Deuxième explication d'Irachi, des paroles s'adressant à l'unique. Ou Dvarim Achadim désigne contre l'unique. C'est qui l'unique? C'est contre Abraham. On va faire la guerre ou à Hachem ou à Abraham, ça veut dire cette idée, comment dire, toujours dans le même ordre d'idée de Dieu interférent nous gêne. Troisième possibilité, c'est la possibilité la plus cocasse, Dvarim Achadim. Dvarim sont des paroles sur le 1. C'est quoi le 1? Ils n'arrêtaient pas de répondre, de divulguer l'information suivante. Le monde subit un cataclysme comme cela a été le cas lors du déluge. Une fois tous les 1656 ans, ça veut dire qu'ils ont fait un calcul. Le monde est né, le monde qui nous intéresse est né en l'an 0. En l'an 1656, Akadosh Baruch Hu abat un déluge dans le monde. Ils se disent donc c'est une fréquence. Donc tous les 1656 ans, Akadosh Baruch Hu détruit le monde. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons donc nous construire des remparts pour soutenir le ciel. On va mettre une attelle au ciel pour ne pas qu'il tombe dans 1656 ans. On va défier ce cycle qui a été mis en place par Hachem. Alors, cette troisième possibilité de Rashi, on va l'analyser ensemble. Elle est hyper bizarre. On dirait du Walt Disney. Parce que d'abord, tu ne peux pas parler de fréquence quand tu n'as que tu as un seul intervalle. Tu as de 0 à 1656, ça fait rien. Si tu as eu ensuite 1656, tu peux commencer à envisager, d'après Rabbi, qu'il y a une notion de période, en 2 coups.
Mais là, t'as un seul intervalle, donc tu peux rien faire. Deuxième chose, c'est quoi ce délire? On va mettre une attelle au ciel. Je pense que même les enfants qui rêvent le plus, les enfants qui demandent à leurs parents, tu peux m'offrir la lune, je pense qu'ils ne penseraient jamais à mettre une attelle au ciel. C'est du Walt Disney. Ce Rashi est amené ici en tant que midrash. Si Rashi l'amène, c'est pas pour rien. On va essayer d'analyser ça. Jusque-là, on a donc 3 façons d'interpréter le Dvarim Achadim. Et nous, on a été Mechadesh avec mon ami. Une 4e façon, à partir d'une étude que je vais vous proposer là maintenant. Résultat des courses. Or, en émigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Sénar, où ils s'y étaient arrêtés. Donc, ils trouvent une unité de lieu. Ils se dirent l'un à l'autre, ça, préparons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur tint lieu de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet atteint le ciel, faisons-nous un établissement durable pour ne plus nous disperser sur toute la face de la terre. Le Seigneur descendit sur la terre. Donc jusque-là, c'est leur projet. Hachem intervient pour voir la ville et la tour qui bâtissaient les fils de l'homme, et il dit, voici un peuple uni, tous ayant une même langue, c'est ainsi qu'ils ont pu commencer leur entreprise, et dès lors, tout ce qu'ils ont projeté leur réussira également. Or, ça apparaissons, ici même, confondant leur langage, de sorte que nul n'entende pas, que l'un n'entende pas le langage de l'autre. Le Seigneur les dispersa donc de ce lieu sur toute la face de la terre. Les hommes ayant renoncé à bâtir la ville, c'est pourquoi on a le nom Babel, Babylonie, Irak, parce que là, le Seigneur confondit le langage de tous les hommes et de l'Éternel et les dispersa sur toute la face de la terre. Donc, résultat des courses, on a plusieurs éléments ici. Premier élément, un projet de se rebeller par rapport à Hachem. Ce projet va attirer l'attention d'Hachem. Et c'est un projet qui va commencer petit à petit. On a commencé à découvrir la magie de la construction des briques, qui nous indique peut-être par récurrence qu'on peut faire quelque chose de plus grand. Et il crée une énorme tour. Et Akash Baruch Hu intervient. Et la punition d'Hachem, ce n'est pas de les tuer, mais c'est de les disperser. Ce sont les éléments essentiels du texte. Maintenant, je vous donne ici 2 lectures possibles. Une lecture personnelle qu'on avait avec mon ami et une lecture avant, qui est celle du Netziv, qui est la lecture la plus classique de ce même épisode. Alors, la lecture du Netziv est la suivante. C'est qu'on voit d'entrée de jeu qu'il y a une notion d'une langue qui sécrète Dvarim Achadim, des paroles consensuelles. C'est quoi l'idée du consensus? C'est quelque chose qui est mis en place par le monde politique pour pouvoir dominer la population. Et on a eu à travers les siècles beaucoup de personnes qui ont émis des slogans qui ont permis de créer un consensus. Rappelez-vous, ein Volk, ein Reich, ein Führer procède de la même idée. Ça veut dire on va tous être sous le même drapeau qui s'appelle ein Volk, ein Reich, ein Führer. Et l'idée de la parole achadim consensuelle, c'est que ça permet de pouvoir créer un ciment parmi des hommes et des femmes qui sont totalement différents les uns des autres. Et faire croire à une unité dans un monde totalement pluriel. C'est finalement bannir la singularité des individus. Et ça, c'est un slogan qui est toujours, c'est une technique qui est toujours utilisée par tous les despotes. Maintenant, regardez à partir de quoi ils basent, sur quoi ils s'appuient pour pouvoir mettre en place ce slogan, pour mettre en place ce consensus. Regardez ce qui est marqué dans le verset numéro 3, je vous l'ai marqué avec des stabilos. Chacun se dire, Abba nilbena levenim, préparons des briques et cuisons-les au feu. Alors faites attention au niveau de l'hébreu, pour ceux qui savent lire en hébreu, et ceux qui ne savent pas lire en hébreu, c'est pas grave, laissez-vous porter par l'onomatopée, c'est-à-dire la consonance. Abba, venons, nilbena levenim, nilbena levenim. Il y a ici, comment dire, quelque chose qui est très proche au niveau du son. Nilbena, ça veut dire c'est préparer, levenim, des briques. Alors, en français, préparer les briques, on n'entend pas la même consonance. Mais je vais le traduire tel qu'il faudrait le traduire avec un barbarisme. Venons briquer des briques. On entend mieux là maintenant. Je vais vous le traduire comme ça s'entend en hébreu. Veni srefa les srefa, c'est-à-dire, et brûlons au brûleur. Veni srefa les et brûlons au brûleur. Donc, et regardez le résultat. Vateilahem à levena les aven. La brique est devenue un bricon. Alors, aven c'est une pierre. Désolé, mais je suis obligé de vous faire sentir l'onomatopée. Ve'achemar,
Et ils ont traduit ici, et le bitume, Ayalam les Chomer, est devenu le mortier. Alors, ça veut rien, on n'entend rien là, mais en français, ça donnerait, enfin, en français barbare, ça donnerait, et le, comment dire, et le bitume est devenu un bitumier. Je ne sais pas comment, voilà, c'est ça que ça donne. Il y a une volonté ici de jouer sur les consonances. Ouais. Tout se passe comme s'il y a une pauvreté radicale du Lachon HaKodesh, c'est bizarre. Alors, l'idée qui est développée ici, c'est la chose suivante. C'est que dans un monde consensuel, tu es obligé d'exhiber une réussite économique. Et là, ils vont pousser la réussite économique de la production, qui n'est pas quelque chose de transcendant. Ils n'ont pas inventé la poudre, c'est pas du Léonard de Vinci, là. C'est pas quelque chose de génial, ouais. Ils ont inventé une pierre en brique, c'est le b.a.-ba des choses. C'est pas quelque chose. Ils n'ont pas inventé la roue. Noir a inventé la roue. Ça, c'est une révolution, mais c'est pas une révolution. Mais ils sont en train de nous faire croire que ce modèle économique a une dimension presque poétique. Ça sonne. Vous entendez ou pas? Il y a une harmonie qui se dégage de ce modèle économique. Rappelez-vous un petit peu toute la stratégie qu'a mise en place Hitler. Là, on est dans le vif. Il a montré qu'en fait, on a des trucs, tout fonctionne bien et tout chante. On va même utiliser presque donc cette dimension de la poésie, cette dimension de l'art pour montrer que tout fonctionne. Mais c'est pas grand-chose en fait. C'est un attrape, comment dire, comment il s'appelle c'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil qui se passe ici. Donc ça, c'est un petit peu toute l'idée de ce réussite du modèle économique. Maintenant, regardez comment c'est magnifique. Vayomru Abba Nivne Lanu. Maintenant qu'on a réussi à maîtriser la base de la production, on va se créer une ville où Migdal Verosho Bashamaim et une tour avec sa terre, sa tête dans les cieux. Vena Aselenu Shem, et on va se faire Shem. C'est quoi Shem? Un nom. C'est quoi un nom? C'est une tour. Pourquoi tu appelles ça un nom? Alors c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, cette tour va nous permettre d'être un point de repère. C'est-à-dire qu'en fait, on se reconnaît tous par la tour Eiffel. On s'est tous mis autour de la tour Eiffel. Et même si ça veut dire que si tu t'éloignes un petit peu, tu auras toujours un point de repère qui s'appelle cette tour en question. Maintenant, c'est encore beaucoup plus subtil parce qu'en fait, au même titre que la tour joue le rôle de repère, elle joue aussi le rôle de repérage. Ça permet à Nimrod de pouvoir observer de son mirador toutes les brebis galeuses qui voudraient sortir du système. On rentre exactement dans ce qui s'appelle de George Orwell, 1981. Pour ceux qui ont lu ce livre, c'est exactement de cette façon que le système pyramidal se met en place, le système soviétique, tous les systèmes d'exploitation de l'homme, eh ben, sont basés là-dessus. D'ailleurs, ça me rappelle étrangement cette parole de Coluche que j'avais toujours adorée. Dans cette parole, il disait que le capitalisme, excusez-moi, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et le communisme, c'est l'inverse. L'exploitation de l'homme par l'homme. C'était la phrase de Coluche qui était magnifique, mais c'est un petit peu la même chose. On a des régimes qui se sont mis en place, qui sont là pour broyer l'individu, et on va mettre une grande tour qui va permettre d'être un mirador. Jusque-là, assez rapidement, c'est la démarche qu'a le Netziv, un très grand maître du début du XXe siècle, qui veut dire que c'est ça qui s'est mis en place, et donc on comprend l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, qui vient briser ce consensus en bloquant les modes de communication. Il enlève tous les Wi-Fi, il enlève toutes les communications, et donc tu vas devoir, comment dire, ne plus t'unir contre Akadosh Baruch Hu, parce que finalement c'est pas le problème d'Akadosh Baruch Hu qui est en jeu, c'est que finalement c'est une humanité qui exploite les hommes, qui ne permettra pas aux hommes de se créer, et donc Hachem il n'est pas intéressé par ça. Il a déjà détruit un monde qui s'appelle le monde de l'avant-déluge, il veut initier un nouveau monde, et ce monde il faut qu'il soit basé sur une base qui s'appelle que j'ai beau vivre en société, mais je peux goûter à ma vie, je peux goûter à ma singularité radicale. Je ne dois pas être un maillon d'une chaîne économique. Donc on comprend très bien l'intervention de Akadosh Baruch Hu. Jusque-là, ça c'est la démarche classique, très connue du Nézif. Je vous amène maintenant une deuxième démarche qu'on a donc initiée avec un copain, à partir d'une remarque suivante. Vous savez que pour comprendre bien la Torah, il faut avoir un regard Google. Avant Google, bien avant Google. Hein. Les Rishonim avaient un regard Google, c'est-à-dire qu'ils googlisaient la Torah, c'est-à-dire que lorsqu'ils voient une expression qui les gêne, ils vont d'abord voir de partout dans la Torah où elle est marquée cette expression. Et ça nous permet de pouvoir déceler le sens de la chose. Alors, on avait fait cette remarque avec mon ami, que Udvarim Achadim, ce terme qui est la clé de voûte de toute cette paracha, des choses Achadim.
qu'on a traduit par unique, des choses contre l'unique, ou bien une fois tous les 1500 ans, Echad c'est une fois tous les 1500 ans, me rappelle un verset que tout le monde connaît. Vous vous rappelez que Yaakov est tombé fou amoureux de Rachel. Ils se sont fait un plan, comment dire, un plan ensemble en se disant, ben voilà, on va se marier ensemble. Alors Lavan, il a vu qu'il mordait à l'hameçon. Il a dit, ok, non, mais il y a un tarif, attends, il faut bosser pendant 7 ans pour l'avoir à Rachel. Il dit, oh, pas de souci, aucun souci, moi j'y vais, banco, elle me plaît. Et donc il bosse comme un chien pendant 7 ans. Ouais, il a bossé comme un fou. Et au bout de 7 ans, il va se faire avoir comme il faut. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il va parler de ces 7 ans. On pourrait penser que c'est des années de bagne. Et nous dit le texte, Vayavod Yaakov berachel sheva shanim. Yaakov servit pour obtenir Rachel 7 ans. Vayu be'enav, dit le texte, keyamim achadim. C'était pour lui, keyamim achadim, c'est-à-dire des jours quelques. Comme quelques jours. C'est-à-dire le bonhomme, il a bossé pendant 7 ans. Et le bilan des cours, c'est de dire, mais c'était 3-4 jours en fait. Tellement il était épris d'elle, il n'a pas senti il a pas senti les 7 ans. Et là, il y a ce mot keyamim achadim, comme quelques jours, comme des jours quelques. Si là, ça veut dire quelques jours, donc je peux dire que j'injecte cette définition dans notre paracha, et je vais dire de la façon suivante, Vayi kol haaretz safa achat. La terre avait une même langue, Udvarim achadim, et des paroles pas quelconques, pas vulgaires, des paroles quelques. C'est-à-dire que très peu de paroles. C'est une langue qui ne génère que très peu de paroles. Et faites attention, on n'est pas en train de parler ici d'un consensus, comme on a vu précédemment, avec une notion de dictature. C'est un monde d'individus qui sont ensemble, qui ne font pas la guerre, mais qui ne se parlent pas. Où est-ce qu'on voit dans la vie des scénarios de personnes qui travaillent ensemble, qui font des tonnes de choses ensemble, ils vont faire une ville entière, mais qui n'ont que quelques paroles, en tout cas que trop peu de paroles jugées par le texte. L'armée, il y a des ordres, il n'y a pas besoin de plus. Mais là, il n'y a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de faire un roman pour dire dégomme-le. Ouais, il n'y a pas besoin de plus, on ne va pas faire un roman. Mais je dis que c'est un endroit dans lequel on pourrait avoir des paroles, mais avec que très peu. Parce qu'en fait, c'est un monde qui est fait de non-dits. Il y a un monde qui fonctionne à merveille. Faites gaffe, la chute est brutale. Eh bien, le premier monde qu'on côtoie comme ça, c'est le monde des couples. Des couples qui font des choses merveilleuses et qui très souvent arrivent à des états durant lesquels on ne se parle plus, pas parce qu'on se fait la tête, pas parce qu'on est en bise-bise, parce que, je sais pas, j'ai rien à dire. Enfin, j'ai pas spécialement beaucoup de choses à dire, quoi. Bon, train quotidien. Ce mutisme qui vient frapper, soit de façon régulière, soit de façon, ça peut arriver, qui peut frapper les couples. Donc, ce sont des gens qui s'aiment, qui vivent ensemble, qui ne sont pas en guerre, et qui ne sécrètent que trop peu de communication. Ça, c'est ce dont la Torah parle. Et je l'ai dit en introduction, Bergson, je vous ai amené aussi le Baal Shem Tov, pour vous dire que tout est une question de langage. Le Baal Shem Tov va lire toute la paracha sous la problématique du langage. Et c'est quoi un langage, enfin en tout cas une parole, un langage, langue, qui ne sécrète que très peu de paroles, c'est-à-dire on vit dans un monde de non-dits, un monde qui marche, qui fonctionne, c'est rodé. Ça, c'est ce monde dont on parle. Et regardez un petit peu, c'est un monde qui a une maîtrise aussi minimum technique et qui va projeter de créer un shem, un nom. Ça veut dire qu'il y a une recherche de langage, de communication dans ce groupe d'individus, dans ce couple. Mais paradoxalement, ce shem, ce n'est pas un nom, ils ne vont pas chercher une communication, ça devient la tour, puisque le shem en question, c'est la tour. Ça veut dire qu'il y a ici un phénomène d'ersatz, de produit de substitution. Ce que l'on a bâti ensemble est la preuve qu'on a communiqué. Et quelle est la principale construction qu'un couple amène au monde? C'est la famille qui l'a créée, c'est ses enfants. Nos enfants sont la preuve
est le vestige d'une parole. Mais étant donné que nous avons construit notre société, notre maison, notre voiture, nos enfants, on a l'impression qu'on n'a pas plus besoin de parler, on s'est prouvé. D'une certaine façon, l'existence des tours qu'on a créées sont suffisamment parlantes pour ne pas avoir besoin de rentrer dans une communication. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'observe de plus en plus au niveau sociologique des couples qui divorcent une fois qu'ils ont marié leurs enfants. Et pas parce qu'il y a une incartade ou un dérapage ou je ne sais quoi. Et j'en ai vu, j'en ai côtoyé des personnes, on n'a plus rien à se dire. Ça veut dire, tant qu'ils étaient dans la technique de la vie qui s'appelle, on éduque les enfants, on éduque bien les enfants. Je ne parle pas de gens, comment dire, je parle de notables. Ils éduquent, ils mettent tout en place, une très bonne éducation, on a donné les cours qu'il fallait, on a fait de nos enfants ce qu'ils sont devenus. Ils se retrouvent maintenant, les enfants partent de la maison, alors à part la déprime de voir les enfants qui partent, d'un coup dans un état de mutisme. Et ils se rendent compte qu'en fait, l'essentiel de leur communication était une communication technique, qui commence par Huggies ou Pampers. C'est parti des débats dans la vie. Mais on habite ici ou ici, oui, c'est la technique ça. Et on met les écoles ici ou ici, alors c'est un peu plus évolué. Ouais. Et on place l'argent où? Et on fait la vie, on fait pas les gars. Donc il y a plein de choix techniques dans la vie. Il y a une communication très très forte à l'intérieur d'un couple qui est pour la gestion de la technique. Où on va en vacances, la technique. Ouais. Et quel est le moment que tu as consacré pour l'épanchement des sentiments? À part les grandes crises. Quel est dans la quotidienneté de ta vie les moments où tu sécrètes quelque chose? Non, pas besoin parce qu'on a créé des choses. Il y a ici un phénomène de substitution de cette tour qui remplace la communication. Maintenant, on parle de gens qui vivent ensemble, qui ne vivent pas en guerre ensemble. Et que Baruch Hu va briser tout ça. C'est incroyable. Pourquoi il brise tout ça? Si c'est un consensus à la Staline ou à la Mussolini ou je ne sais qui, ou à la Poutine, je comprends, il intervient. Il met de l'ordre là-dedans. C'est un état de non-droit. C'est pas l'humanité qui l'attendait. Il ne voulait pas un monde bolchevique, Hachem. C'est évident que non. Donc ça, je comprends. Mais là, qu'est-ce que tu veux de eux? Braves gens. Ils ne communiquent pas. Akadosh Baruch Hu intervient. Et son interférence, c'est quoi? C'est venir rompre le langage pour les obliger à communiquer. Ils vont se retrouver en Chine, ils vont devoir essayer d'apprendre le javanais. En tout cas, ils vont devoir se dépatouiller dans une langue que tu comprends pas. Ça veut dire, je t'oblige à créer une communication avec l'autre. C'est ça qui se trame ici, dans la suite du texte. Ça, c'est ce que, comment dire, est mis en exergue par ce texte. Donc, c'est un monde de non-communication, c'est un monde de non-dit, et ça ne plaît pas à Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi ça ne plaît pas à Kadosh Baruch Hu? Parce que c'est un monde qui se fossilise. Parce que la vie, c'est la communication. Ouais. J'amène toujours dans mes shiurim un Rabbi Akiva Ger que je ne comprends pas. C'est un très grand maître du XVIIIe siècle. On ne peut pas lire une page de Gemara sans Rabbi Akiva Ger. C'est le monument. Et lui, il donnait 32 shiurim par semaine. Ouais. Moi, je croyais que j'étais un marathonman, mais en fait, quand je vois Rabbi Akiva Ger, je me dis que je suis un cégétiste. Je suis un chômeur. Ouais. 32 shiurim par semaine, je ne sais pas comment il faisait, dans tous les recoins du Talmud. Ouais. C'était un génie quand même. Et il y a une, je ne sais pas si c'est un témoignage sûr ou pas, mais en tout cas, je peux l'entendre. Il dit celui-même qui parlait des heures avec son épouse tous les jours, des heures. Je ne sais pas où il mettait ces heures en question. Et j'imagine que des heures, c'est pas Pampas au guise, parce que ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ça veut dire que cet individu, ce Rav, était conscient à quel point, comment dire, la vie, c'est la communication. J'ai donné ce pshat à mon Rav, le Rav Yeshurun, j'ai amené ce pshat, et il m'a raconté sur lui-même. Il m'a dit qu'il a 10 enfants bien arrivés, ils étaient tous mariés. Ils ont tous quitté le Giron, ils sont au Canada, pas partout. Et j'ai une confidence avec lui il n'y a pas très très longtemps, il y a un an, juste avant que son épouse ne parte de ce monde. Alors, il m'a dit très souvent, mes enfants m'appellent, il y a 10 enfants, et ils ont pitié de nous. Ça veut dire, il y avait une maison qui était tumultueuse, c'est quoi, 10 enfants ça, ouais. Et puis, ils ont la peine de se dire, les pauvres, ils sont seuls à se regarder droit dans les yeux, quelle horreur. Donc, il entend sans arrêt des consolations pour les enfants, ah papa, on va bientôt venir, ah ouais. Et il m'a raconté sur lui-même, comme ça, il m'a dit, et ça ne m'étonne pas du tout, il m'a dit, mais il ne se rend pas compte à quel point, mais quelle joie j'ai, quel plaisir j'ai d'être avec mon épouse.
et de parler des heures. Il m'a dit cette chose qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, le matin je pars pour aller donner des shiurim, je suis pressé de rentrer le soir pour aller parler avec mon épouse. Ça me manque déjà, le pauvre il a perdu quelques temps, un ou 2 mois après qu'on ait parlé de ça. Il est déjà malade, le pauvre, il a perdu, je ne sais pas comment il fait, voilà, maintenant. Mais c'est-à-dire ce besoin de communication, et ils ne sont plus à un âge où ils parlent de grand-père et de guise. Ils parlent, ils communiquent, ils créent quelque chose ensemble. Ça, c'est ce monde que Hachem a voulu créer, un monde de communication. Un monde de communication pas impersonnel, pas avec des smiles, pas avec des lol ou des xptdr, un monde dans lequel il y a 2 existences qui se confrontent. Ça, c'est ce monde que Akadosh Baruch Hu a voulu réinitialiser. Et donc, regardez comment c'est incroyable. On comprend maintenant le Rashi complètement Walt Disney. Alors, une fois tous les 1656 ans, il y a le ciel qui s'abat sur le monde. On va mettre une attelle. C'est quoi l'idée? Akadosh Baruch Hu a promis, c'est la question qu'il fallait poser aussi, qu'il ne ramènerait plus le déluge dans le monde. Hachem a promis, donc tu n'as pas besoin d'une attelle. Si Hachem a juré qu'il n'y aura plus de déluge, il n'y aura plus de déluge. C'est fini. Vous vous rappelez? Donc on est tranquille, il n'y aura plus de déluge. Déluge locaux, oui, peut-être. Un tsunami, peut-être. Mais il ne va plus jamais effacer l'humanité. Il a juré à noir. Pourquoi toi tu vas mettre une attelle? Réponse. Parce que la parole d'Hachem n'est qu'une parole. Et nous avons été habitués à ne donner d'importance qu'aux créations. Vous comprenez l'idée ou pas? Il ne croit pas en la parole d'Hachem parce que de façon radicale, la communication ne dit rien. Ce qui compte, c'est la tour, c'est la création. Et donc, cette parole d'Akadosh Baruch Hu est une parole qui est tout simplement désuète. Et donc, ils mettent une attelle, parce qu'ils ne croient pas à cette promesse, donc ils mettent une attelle pour protéger le monde de cet cataclysme. Ça, c'est ce qui est marqué ici dans le texte. On comprend maintenant mieux le Rashi. Je finis sur le lieu de perdition de cette population. Ils sont allés en Babel. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Babel, c'est l'Irak. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire qui a éclos en Babel? Le Talmud Babli. Le Talmud, c'est-à-dire la culture juive par excellence, est née en Babylonie, pas à Yerushalayim. Elle est née dans l'exil de Babylonie en moins 586 avant Jésus. Nabuchodonosor nous détruit le temple et nous met en déportation en Babylonie. Et c'est là, enfin, à Mechila, et excusez-moi, on va être ensuite un peu perdu un peu partout. Et en plus 400, c'est en Babylonie que va naître le Talmud. Excusez-moi. C'est en plus 400 que naît le Talmud. C'est quoi Babel? C'est le lieu où se sont confondus tous les langages. C'est le lieu par excellence de l'effervescence de la parole. On a accouché l'œuvre maîtresse de la Torah Sheba'al Peh, de la Torah orale. C'est quoi la Torah orale? Et c'est là qu'on répond à Bergson, si vous voulez, enfin on propose quelque chose par rapport à Bergson. On passe notre vie à essayer de définir les choses. Vous ouvrez une page de Talmud, vous ouvrez n'importe quoi en Chumash avec l'apport de la Torah orale, on essaie de se concentrer pour essayer de définir les choses, et ça passe exclusivement par une parole effervescente. La première fois que j'ai mis les pieds dans la yeshiva de Ponevezh, j'ai dit, mais il y a un tel brouhaha, plus grand des yeshivas de Bnei Brak, peut-être du monde, mais comment ils font pour se concentrer? J'étais tellement habitué, moi, à l'univers universitaire des... Comment dire? Je me rappelle, j'allais à la bibliothèque Sainte-Geneviève, là-bas, à côté de Louis le Grand, là-bas. J'allais là-bas pour étudier. Je me rappelle, je faisais comme ça, le bruit de la chaise, les gens me regardaient comme ça. Je me disais, c'est des fous, ouais. Je dis, non, c'est pas possible, ouais. Je dis, mais comment je les voyais, ta. Et j'ai compris, en mettant moi aussi à l'étude, en mettant le pied à l'étrier, qu'en fait, lorsque l'enjeu n'est pas d'apprendre, mais de ramener à une dimension existentielle, tu ne peux pas rester silencieux, tu es obligé de parler. Ça te bouge. C'est un tumulte à l'intérieur de toi. C'est ça le travail de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est revenir au sémisme, c'est-à-dire à cette faculté de donner un nom aux choses. Et toutes les études de Torah sont toujours axées sur la définition des choses. On débute dans l'étude de la Torah avec un brouhaha, avec des notions extrêmement, a priori, des notions extrêmement floues, et on arrive petit à petit, avec énormément de travail, à essayer d'accoucher une définition. C'est ça en fait ce qu'on met en place. Et c'est là que se loge, et en Babylonie justement, donc à Babel, ils sont allés parce que c'est la terre par excellence de l'effervescence des langues qui va permettre petit à petit de pouvoir définir, donner un mot aux choses, ce mot que cherche Bergson, c'est ça qu'on fait du matin au soir. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. C'est bon appétit.